Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois une réunion conjointe des délégations aux Outre-mer de l'AMF et du Sénat. La délégation Outre-mer de l'Association des maires de France est née en février 2022 à l'initiative des 5 présidents d'associations départementales ultramarines. Nous avons eu l'honneur de recevoir ces membres dans cette même salle, René Monory, dès sa constitution, et de les présenter au président Gérard Larcher, qui dès le départ a soutenu cette initiative. Comme la nôtre, votre délégation vise à favoriser la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins. Elle a pour ambition de nourrir les travaux du comité législatif réglementaire de l'Association des maires de France afin d'être le plus en amont possible dans la préparation des politiques publiques et le travail est le plus en aval possible dans leur évaluation. La forte participation de ce jour montre combien cette démarche répond à une nécessité. Notre ordre du jour établi en coordination comporte en effet 3 points, la réforme de l'octroi de mer, la situation à Mayotte et l'adaptation des normes outre-mer, sujet sur lequel le président Larcher souhaite que le Sénat parvienne à déposer une proposition de loi annuelle. Sur l'octroi de mer, d'abord. Je rappelle que le gouvernement a annoncé l'année dernière une réforme de l'octroi de mer qui fait partie des 72 mesures présentées au comité interministériel des Outre-mer. À ce jour, il n'a cependant pas encore présenté de projet précis. Sans attendre, la Commission des finances du Sénat a donc organisé le 14 février dernier une table ronde avec l'ensemble des collectivités à compétence régionale des DROM à la demande du président Larcher. Notre délégation y a naturellement été conviée, comme l'a rappelé le président Claude Raynal, l'octroi de mer, qui représente près de 1,5 milliard d'euros, est une recette fiscale indispensable pour ces collectivités territoriales. Il compte ainsi pour 37% des recettes fiscales des communes de la Réunion, 43% de celles de la Guyane, 45% de celles de la Guadeloupe, 47% de celles de la Martinique et plus de 76% de celles de Mayotte. Les 5 collectivités ont exprimé une position claire et unanime contre une réforme de l'octroi de mer qui remettrait en cause ces équilibres fondamentaux. Garantie de l'autonomie financière des communes et régions, instruments économiques et fiscal à la main des régions, outils de protection de la production locale. Le calendrier est aussi critiqué. Alors qu'une évaluation européenne à mi-parcours est encore attendue, quelques pistes d'évolution ont toutefois été citées, parmi lesquelles appliquer effectivement l'article 45 de la loi du 2 juillet 2004 qui dispose que l'octroi de mer n'est pas compris dans la base d'imposition de la TVA, contraindre les douanes à fournir des données par secteur d'activité afin de mieux mesurer l'impact de l'octroi de mer, encadrer le nombre de taux, étudier son extension aux services, mieux informer le consommateur de l'impact de l'octroi de mer sur les prix, pour ne citer que ces exemples, que ces propositions. En résumé, et comme l'ont dit les participants, s'il y a réforme, autant la faire de manière intelligente. Je livre ces suggestions afin de lancer la discussion, mais nous savons tous que l'octroi de mer est un sujet particulièrement complexe. Notre délégation le sait bien, elle qui a travaillé en 2020 sur ce sujet, lors d'un rapport relatif à l'Union européenne porté par nos collègues Dominique Théophile, Vivette Lopez et Gilbert Roger. Et je suis heureuse d'être entourée aujourd'hui encore d'éminents collègues comme Georges Patient et Victorin Lurel, qui nous suit en visio. Comme vous le savez, la sortie ces jours-ci du rapport de la Cour des comptes, l'octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins, n'a fait que raviver les inquiétudes. Ce rapport est critique sur l'octroi de mer, pointe ses imperfections, complexité, inefficacité économique, autonomie fiscale en trompe-l'œil et propose un scénario de réforme ambitieux. Parmi les 12 recommandations, 2 intéressent directement les communes et je les rappelle brièvement. D'ici 2025, augmenter l'affectation des ressources issues de l'octroi de mer à l'investissement en plafonnant la hausse des recettes de l'octroi de mer consacrées au fonctionnement des collectivités
et en affectant le différentiel exclusivement à l'investissement via le fonds régional pour le développement économique et l'emploi, le FRDE. Toujours d'ici 2025, affecter la moitié, voire la totalité des recettes du FRDE aux régions afin de financer les dépenses d'investissement les plus structurantes. Après ces quelques rappels, je vais céder la parole à nos invités. Je propose que nous fassions un tour de table, donc en commençant par les présidents d'association. Monsieur Serge O'Haraud, président de l'association départementale des maires de la Réunion. Monsieur Éric André, premier vice-président de l'association des maires de Guadeloupe. Madame Sophie Charles est normalement en visio. Nous avons quelques petits soucis de connexion, mais cela devrait être résolu rapidement. Monsieur Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, et Monsieur Jean-Charles Maes, qui est président de l'AC-CEDOM. Donc, je vais vous laisser la parole pour une dizaine de minutes, compte tenu des sujets importants que nous avons. Nous allons essayer d'être concrets. Pardon. Je crois qu'il y a M. Madi aussi. Ah oui. Alors, oui, merci. Merci, mon cher collègue Tani, de Mohamed Swali, de me préciser que nous avons aussi en visio Mohamed Madi Ousseni. Et je le prie d'accepter mes plus plates excuses, je ne l'ai pas mentionné. Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les sénateurs de la délégation Outre-mer. Merci de nous recevoir pour aborder ces sujets importants pour nos territoires. Et c'est vrai que l'actualité aujourd'hui fait que l'octroi de mer se trouve sous les feux de l'actualité, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas un fait nouveau, puisque régulièrement nous avons des rapports concernant l'octroi de mer, et c'est un peu ce serpent de mer qui se mord la queue, puisqu'à chaque fois il est ramené sur la table, et régulièrement nous n'avons pas forcément eu les résultats escomptés à l'issue de ces différents rapports qui sont appréciables à leur niveau par les uns et les autres, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient sur l'actualité. C'est un sujet qui a été porté également lors de la campagne présidentielle, puisque c'était au programme du président de la République qu'il avait annoncé la réforme de l'octroi de mer, sa refonte, et la feuille de route étant celle du président de la République, le gouvernement de Mme Elisabeth Borne a donc travaillé et intégré dans le cadre du comité interministériel des Outre-mer la refonte de l'octroi de mer comme l'une des priorités du SIOM, et en a fait le premier article. C'est pour vous dire l'importance qu'apporte le gouvernement. Il y a eu là-dessus depuis plusieurs évolutions. D'abord, plusieurs changements de ministre des Outre-mer, de François Carinco, Philippe Vigier et aujourd'hui Madame la ministre Marie Guévenoux, qui doit prendre ce dossier également en main, puisque nous avons commencé à travailler avec le ministère des Outre-mer à travers les différentes rencontres que nous avons sur les sujets du SIOM, et dernier en date, c'est celle du mois de novembre où c'était un point d'étape sur la mise en route des différentes mesures. Évidemment, le rapport de la Cour des comptes qui est sorti la semaine dernière a mis un peu le feu aux poudres, puisque cette réforme de l'octroi de mer est aujourd'hui au cœur de l'actualité, et nous avons été mis, je dirais, pointés du doigt par ce rapport, repris allègrement par les presses régionales, pour dire que si la vie est chère dans nos territoires, c'est à cause de l'octroi de mer, ce qui fait dire aujourd'hui que l'octroi de mer a été rebaptisé et on l'appelle l'octroi des mers. C'est pour vous dire combien ce rapport a eu une incidence assez néfaste sur les politiques que nous représentons. Et bien évidemment, nous sommes aujourd'hui quelque peu affectés par cette version du rapport de la Cour des comptes qui, à notre sens, n'a pas été pris par le bon bout dans son analyse, puisque si on veut effectivement parler de la cherté de la vie dans nos territoires,
je pense qu'il aurait été plus intéressant et plus utile qu'on fasse une analyse de la constitution des prix sur les territoires ultramarins. Il y a bien évidemment, vous le savez, l'éloignement, il y a donc les coûts de transport, les coûts du fret, il y a également la problématique des assurances, il y a la part des distributeurs, la part des importateurs, un ensemble, je dirais, d'éléments qui rentrent dans le mécanisme de la constitution des prix, et il est regrettable qu'on ait fait un focus uniquement sur l'octroi de mer. On n'a pas parlé de la TVA également, qui s'applique sur les produits. Donc, si vous voulez, on a trouvé un peu injuste les recommandations qui ont été portées par la Cour des comptes, même si on convient que pour certaines recommandations, il pourrait y avoir nécessité d'y regarder d'un peu plus près, parce que certaines peuvent être fondées, nous le disons, mais la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est entre la volonté du gouvernement d'engager une réforme ou une refonte de l'octroi de mer et ce rapport de la Cour des comptes, nous sommes extrêmement inquiets pour l'autonomie financière de nos collectivités, la fiscalité, surtout que la Cour des comptes a rappelé que la réforme ou les recommandations qu'elle proposait étaient neutres pour l'État, donc supportées uniquement par les collectivités locales et notamment par le bloc communal, ce qui est tout à fait inacceptable puisque, vous l'avez rappelé, ils ont pointé le fait que cet octroi de mer allait financer le fonctionnement et pas suffisamment l'investissement. C'est une erreur, puisque c'est grâce aux recettes de fonctionnement que nous pouvons équilibrer les budgets de nos collectivités, de nos communes, et parfois aussi grâce à ces recettes, et lorsque la gestion est je dirais, rigoureuse, on peut obtenir une épargne brute, puis une épargne nette, qui nous permet d'affecter une partie des résultats positifs de nos budgets en section d'investissement. Donc ça montre bien que ce qui est versé en fonctionnement, on peut retrouver une partie de cette somme en section d'investissement, et on participe également donc à soutenir le monde économique local avec nos marchés, puisque les collectivités locales et notamment le bloc communal, nous sommes les premiers donneurs d'ordre dans nos territoires. Et quand on donne des marchés publics, on donne pas, lorsqu'on attribue des marchés publics, non mais comme on est en direct, et on va encore me reprocher d'avoir eu des propos parfois tendancieux, donc je dis voilà, quand on attribue des marchés publics, ces marchés publics permettent de faire vivre le monde économique local, les entreprises, mais aussi de pouvoir soutenir le pouvoir d'achat des salariés, puisqu'ils obtiennent un salaire, parce qu'ils travaillent pour le compte des collectivités locales à travers les marchés obtenus par leurs entreprises. Donc cela aussi est important. Notre souci aujourd'hui, c'est de dire que le calendrier, mais vous avez souligné, était extrêmement contraint, puisque la volonté du gouvernement, c'est d'avancer à pas de charge pour pouvoir présenter les premiers éléments de refonte ou de réforme d'ici l'été, pour pouvoir l'intégrer au projet de loi de finances 2025, et nous sommes extrêmement inquiets, et c'est pour cette raison que l'ensemble des élus présents aujourd'hui, à travers la CCDOM et l'Association des maires de France, nous venons plaider auprès de l'ensemble de nos interlocuteurs sur la problématique de l'autonomie financière de nos collectivités locales, sur la protection également de la production locale, ça c'est un sujet important, et parler de pouvoir d'achat plutôt de parler de vie chère, et essayer ensuite de voir comment, sur la base de ces trois grands objectifs, on peut travailler à un projet de réforme ou de refonte. Il y a un tollé dans nos territoires, hein, il faut le dire, puisque hier je me suis entretenu avec des représentants des régions ultramarines. Ils sont en l'état contre la réforme, c'est vrai, puisqu'il y a tellement d'incertitudes, tellement de points d'interrogation, tellement de manquements par rapport à ce qu'on peut lire ou entendre, qu'on peut être qu'opposé à une réforme brutale, clairement. Mais il faut qu'on puisse y travailler. On le fait aussi avec la CCDOM et l'AMF, parce que nous ne voulons pas subir la refonte, nous ne voulons pas subir la réforme, nous voulons être force de proposition, et nous y travaillons donc pour pouvoir apporter un argumentaire solide
qui permettrait peut-être d'éclairer demain le gouvernement sur ces orientations de réforme réforme de l'octroi de mer. Voilà quelques mots, Madame la Présidente, en introduction, et je vais laisser peut-être mes collègues compléter, puisque nous sommes, je dirais, sur ces sujets, après avoir discuté, travaillé, porté des notes, pour pouvoir avoir un point de vue assez convergent. Oui, là déjà bonsoir et je vous remercie de nous recevoir. Alors, comme l'a dit notre collègue M. Rao, nous sommes dans une organisation maintenant de réponse face à ce que nous considérons comme étant une volonté manifeste d'attaquer un dispositif qui permet de financer pour ma petite commune, la mienne, près de 50% du budget. Donc vous imaginez un petit peu comment c'est difficile pour nous de pouvoir accepter qu'on puisse remplacer, et même à la limite, même pas refondre, même pas réorganiser, mais supprimer. On a parlé de suppression à certains moments. Alors je dirais que nous vivons des moments très difficiles et c'est difficile pour nous d'accepter qu'on puisse, comme ça, sans organiser les choses, sans un argumentaire, avec une volonté d'associer la vie chère dans nos territoires à l'octroi de mer, alors que ce n'est pas vrai du tout. Nous avons une argumentation qui peut dire énormément le contraire, très facilement le contraire. Donc nous pensons qu'effectivement qu'il y a une nécessité que l'État revoie un peu les choses. Alors ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a en même temps aussi des actions qui ne sont pas bien perçues. Quand on missionne 2 personnes pour venir sur notre terrain, prendre l'avis des élus, prendre un petit peu l'avis des entrepreneurs, c'est difficile pour nous d'accepter que nous soyons, nous, en situation de nous organiser pour mettre en place une réflexion qui a conduit à ce que nous fassions des propositions au niveau du SIOM et que nous sentons une volonté parallèle de pouvoir mettre en place une enquête des éléments pour faire un retour au niveau du gouvernement, alors que la situation aurait peut-être pu être mieux appréhendée en étant dans la concertation avec ceux qui sont déjà sur le territoire. Nous travaillons au niveau du dernier congrès. Ça a été une de nos propositions de travail. Nous travaillons dessus encore. Ce soir, il y a une réunion aussi de notre atelier sur l'octroi de mer en Guadeloupe. J'y participerai ce soir aussi en visio. Donc je pense que tout ça fait que finalement les Guadeloupéens sont très remontés sur le terrain et il leur sera difficile d'accepter qu'on puisse du jour au lendemain proposer un remplacement par la TVA. On connaît déjà ce qu'est la TVA, c'est notre taxe, et surtout dans un contexte où nous demandons au niveau de nos territoires un pouvoir, une organisation qui nous permet de décider dans nos territoires de situations comme celle-là. La suppression de la TVA, c'est une ressource qui est collectée par les régions, ce n'est pas une ressource qui est collectée par l'État, donc c'est très mal vu dans nos territoires qu'on puisse s'attaquer à quelque chose alors que nous réclamons un peu plus de pouvoir décisionnel dans nos territoires. Donc c'est un petit peu cet esprit-là que je souhaiterais porter avec en appui un petit peu tout ce qui a été dit par nos collègues OAO. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse nous proposer une suppression d'une fiscalité que nous contrôlons alors que finalement nous avons déjà des difficultés. Ça, c'est un premier élément. Je n'ai pas plus à dire parce que nous nous concertons aussi au niveau de nos territoires. Donc ce que nous portons, c'est véritablement déjà dans une première étape quasiment la globalité nous sommes d'accord sur la globalité des observations que nous devons formuler, des argumentaires aussi que nous devons porter à votre niveau sur ce problème de l'octroi de mer. Merci, Monsieur André. Je vais laisser la parole à Monsieur Laguerre de la Martinique. Merci, bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Pour compléter ce qui a été dit, pour nous, l'octroi de mer, c'est une recette, c'est une taxe indirecte prélevée localement, gérée, si on peut dire ça comme ça, par les collectivités locales. Et il ne saurait être question qu'il soit remplacé par une dotation. Remplacer l'octroi de mer par une dotation qui serait alimentée par un prélèvement d'une TVA ou autre,
conduirait à terme une perte d'autonomie financière des collectivités. Le budget de la ville de Fort-de-France, c'est 200 millions d'euros. La recette d'octroi de mer, c'est 41 millions, qui ne sauraient être assujettis à des volontés gouvernementales successives de réduire les charges de l'État. C'est déjà un premier point fondamental. Deuxième point, l'octroi de mer joue un rôle de protection de la production locale. Même s'il montre des défaillances, même s'il montre un certain nombre d'imperfections, il ne saurait non plus être remplacé par une dotation qui irait alimenter des subventions de soutien à l'économie locale. Ensuite, l'octroi de mer est attaqué depuis très longtemps et il est aujourd'hui présenté comme un des vecteurs principaux de la cherté de la vie dans nos territoires, sans qu'à aucun moment on ait d'études sérieuses qui démontrent l'impact de l'octroi de mer sur le coût de la vie. Sans que, comme l'a dit Sergio João, sans qu'on ne se penche réellement sur la constitution des prix, sur les problématiques de concentration des acteurs économiques, et donc sur les problématiques de marge avant, arrière, qui contribuent à la constitution des prix et à la cherté de la vie. Et en réalité, ce que nous craignons, c'est que remplacer l'octroi de mer par une dotation versée aux collectivités, qui pourrait entraîner une perte, une diminution du coût des marchandises, que ça soit occulté par une augmentation des marges des acteurs économiques, et donc pour le citoyen, ça reste totalement transparent et qu'il n'y ait pas d'impact réel sur la cherté de la vie dans nos territoires. De plus, l'octroi de mer remplacé par une TVA serait collecté par l'État. On aurait une perte d'autonomie fiscale, si minime soit-elle. Aujourd'hui, l'octroi de mer présente un certain nombre il faut dire aussi les choses, un certain nombre d'imperfections, complexité du dispositif, difficulté de lisibilité à la fois pour le citoyen, difficulté de lisibilité à la fois pour l'acteur économique, et un système et un nombre de taux importants. Il gagnerait donc peut-être à être plus lisible, plus simple, plus efficace, pour pouvoir permettre de remplir ces deux objectifs qui sont aussi antagonistes. Il présente aussi une problématique particulière, c'est qu'on assoit le financement des collectivités locales sur l'importation de produits et donc sur la consommation. Et là, c'est un biais sur lequel il faut pouvoir travailler. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas opposés à un travail sur l'octroi de mer. Nous ne sommes pas opposés à un travail qui permette d'avoir une fiscalité locale et donc un pouvoir fiscal local permettant à la fois de financer les collectivités et de soutenir la production locale. Mais par contre, nous ne voulons absolument pas perdre cette capacité à déterminer les taux, à orienter les secteurs d'activité que nous voulons voir développer. Parce qu'en même temps, ce sont les collectivités régionales qui portent les investissements permettant le développement économique. Ce sont les communautés d'agglomération qui portent les aménagements permettant le développement économique. Et donc, il ne saurait être question que la recette leur échappe. Enfin, l'octroi de mer présente un défaut particulier, c'est qu'il est assis à la fois sur la valeur du produit, mais également sur les frais d'approche, sur les frais de transport, sur les frais de manutention, et que par-dessus l'octroi de mer, on vient appliquer une TVA qui vient, elle aussi, renchérir le coût de la vie. Et donc peut-être que la réforme de l'octroi de mer pourrait porter également sur l'assiette de l'octroi de mer, de façon à, là aussi, faire en sorte qu'on ne paye pas en octroi de mer une valeur supérieure à la valeur du produit acheté. Et là, ce n'est pas une question de fixation de taux, ce n'est pas une question de volonté politique locale, c'est une question de code, c'est une question de structure de l'impôt. Et là, ça relève de l'action de l'État et du gouvernement. Et enfin, pour terminer, on présente beaucoup l'octroi de mer comme étant le vecteur du coût de la vie. Nous, au Conseil à la collectivité territoriale de Martinique, nous avons fait le choix de ramener à zéro le taux d'octroi de mer sur les produits de première nécessité. Et lorsque, en tant que président de la Commission des finances, j'ai posé la question quelle sera la perte de recettes pour la collectivité, ça représente 3 millions. Ce qui signifie en clair que les taux d'octroi de mer sur les produits de première nécessité sont déjà très faibles.
Merci, Monsieur le maire. Je vais laisser la parole à Madame Sophie Charles, qui est membre associée du bureau de l'AMF, vice-présidente de la CCDOM, mais qui a été aussi présidente de l'AMF de Guyane. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Madame, non pas présidente de l'AMF de Guyane. Moi, je suis membre de l'AMF nationale au titre de la CCDOM. Bon, je pense que mes collègues se sont beaucoup exprimés sur le sujet de l'octroi de mer. Moi, j'aurais quelques points à noter. Sur la réforme de l'octroi de mer, pour moi, ça pose trois problématiques. Premièrement, la protection des productions locales, bien sûr. Deuxièmement, l'autonomie fiscale des collectivités. Troisièmement, la préservation du pouvoir d'achat des populations. Sur ces trois points, je dirais que tout d'abord, sur la protection des productions, l'argument généralement avancé par le monde économique, c'est que l'octroi de mer vient compenser des coûts de production trop élevés qui alourdissent le prix de revient du produit et par cela son prix de vente. Mais cela devrait donc permettre de compenser le niveau de vente de la marchandise, ce qui ne se fait pas forcément aujourd'hui, mais c'est surtout, il devrait permettre cette compétitivité prix au local. Bon. Souvent, les entreprises, néanmoins, font remonter que l'octroi de mer influe sur leurs besoins en fonds de roulement et cela agit quand même malgré tout sur le prix de vente qu'ils ont après. Les organisations professionnelles de Guyane interpellent régulièrement la collectivité territoriale sur ce problème de besoin en fonds de roulement. Et ce qui est important de noter, et je parlerai particulièrement de la Guyane sur ce point-là, c'est le manque de lisibilité de l'octroi de mer. Aujourd'hui, la grille tarifaire pour l'octroi de mer en Guyane, c'est un document de 227 pages. Considéré comme peu lisible et qui contient deux catégories en plus de listes, une liste A, une liste B. Moi, je pense que là, il y a une vraie, comment dire, un dispositif qui est complexe et pour lequel, je crois, il faut une simplification. Simplification, peut-être avec il y a des différences parce qu'il y a un système de taxation pour les marchandises importées, les marchandises, l'octroi de mer interne, l'octroi de mer interne régional, l'octroi de mer externe, l'octroi de mer externe régional. Je pense que là, il y a une simplification à apporter. Et je le dis comme certains de mes collègues, je suis contre la suppression, bien sûr, et pas que moi, parce qu'on en a discuté avec d'autres élus concernant l'octroi de mer, je suis contre la suppression de cet octroi de mer. Pour une cause essentielle, c'est que c'est la ressource fiscale essentielle des communes. Aujourd'hui, cette taxe représente pour les collectivités ultramarines, pour la Guadeloupe, 37,9% des ressources, pour la Martinique, 37,8% des ressources, pour la Guyane, 55,4% des ressources, pour la Réunion, 33,4% des ressources, pour Mayotte, 70,5% des recettes. Et quand on prend l'ensemble des recettes fiscales sur l'octroi de mer pour à la fois région, département, commune. Et je pense qu'en Guyane, cette recette en 2021 était de 224,4 millions qui étaient répartis pour 73% pour les communes, 26% pour la CTG et 1% pour les douanes. Je pense qu'on ne peut pas remplacer cette recette qui, elle, est plus importante même que la DGF, pour une autre raison aussi, parce que c'est préserver cette recette, c'est préserver le droit des élus ultramarins de pouvoir décider d'un montant de cette taxe. C'est préserver l'autonomie des élus ultramarins. Et je crois que c'est important que nous puissions en parler, que nous puissions en débattre, mais pour moi, il est hors de question qu'elle soit remplacée par une TVA ou autre, parce que sur des territoires en plus comme Mayotte et la Guyane, qui sont des territoires très dynamiques aujourd'hui, vous avez une taxe qui augmente régulièrement et qui, je pense, doit faire l'objet d'une réforme sur certains sujets, puisque les services ne sont pas taxés. Il y a des assurances et du fret qui sont taxés, peut-être qu'il faut voir comment on peut gérer cela. Et puis, il faut simplifier le cahier de taxation, je le dirais comme ça, parce que c'est partie du Code des douanes.
plus tôt, mais néanmoins, cette principale recette des communes doit rester comme une recette décidée par les élus locaux, d'abord, puisque ça garde ce caractère identitaire de chaque territoire, puisque vous voyez bien que vous avez sur certains territoires l'octroi de mer tout seul, Guyane, Mayotte, sur les Antilles, vous avez TVA régionale plus octroi de mer. Et donc, je pense que sur chaque territoire, on doit avoir cette possibilité de garder la spécificité en fonction de l'octroi de mer et aussi le choix des élus quant à cela. Par contre, bien sûr, plus grande transparence dans le dispositif, ça me paraît évident, et surtout plus grande transparence sur l'exonération du dispositif d'octroi de mer, parce qu'il est inadmissible que certains produits soient exonérés. Je pense que là, il y a un travail à faire par territoire et qui serait très, très intéressant. Et puis, sur la partie, bien sûr, de préservation du pouvoir d'achat, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une vraie étude pour nous dire quelle est la composition, parce que je rappelle que nous avions, dans l'autorité de la concurrence avait fait une étude en 2019 qui disait que l'octroi de mer représentait 7% du prix final du produit contre 16% pour le recours avec des grossistes ou des importateurs. Ça veut dire qu'il y avait bien déjà un montant qui est mis. Or, quand on connaît la taxation de certains produits qui est importante, cette taxation est bien loin des 7% qu'on retrouve dans ce rapport de l'autorité de la concurrence. Donc, je crois qu'il faut une vraie étude sur la composition de la vie chère dans les Outre-mer, avec des spécificités par territoire, parce que ce n'est pas la même chose partout. La concertation avec les professionnels pour voir effectivement quels sont les dispositifs qu'il faut peut-être modifier. Et là, il y a un point important sur le marché antillais-guyanais, puisqu'il y a un dispositif spécifique dans l'octroi de mer pour le marché antillais-guyanais. Et je crois que là, il y a des modifications à apporter aussi. Et puis, je crois que sur les trois problématiques, on ne peut pas aller très vite. Donc, je crois qu'il est important de se dire aussi que si on veut réformer cet octroi de mer en étant raisonnable, moi, je crois que le calendrier qui avait été indiqué dès le départ pour que ça soit fait pour le PLF 2025, c'est un peu précipité parce que cela veut dire que d'ici le mois de juin, on aura tout vu, tout résolu, alors qu'on sait que les dispositifs d'octroi de mer sont différents pour chaque territoire. Les registres de taxation sont aussi pas forcément les mêmes, que les taxes appliquées ne sont pas les mêmes, donc il sera impossible d'uniformiser les choses, mais par contre, il faut bien un travail spécifique par territoire, par marché unique qui existe aussi, puisqu'il y a le marché antillais-guyanais, et par type d'exonération qu'il est possible d'avoir, et dans le même temps, pouvoir avoir certainement une étude sur la composition des prix et donc l'impact réel de l'octroi de mer sur la cherté de la vie en outre-mer. Je pense que j'ai fait le tour des problématiques, mais s'il y a des questions, je veux bien répondre. Merci, Madame Charles. Je vais laisser la parole à Monsieur Mohamidi Madi Ousseni, qui est maire de Chiconi à Mayotte. Vous nous entendez? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, donc, je suis Madi Ousseni Mohamadi, maire de Chiconi et trésorier donc, de l'AMM, l'Association de maires de Mayotte. Deux points essentiels par rapport au sujet du jour, en reprenant les éléments mentionnés par les collègues précédemment, notamment sur la question de la réforme donc, de l'octroi de mer. Naturellement, comme les collègues l'ont dit tout à l'heure,
on craindrait un déséquilibre donc de nos recettes, puisqu'elles sont déjà assez infimes, hein, en ce qui me concerne. Euh, Tout à l'heure, il a été rappelé qu'elles représentent 76% des recettes sur le département de Mayotte, un peu moins individuellement lorsqu'on prend les communes dans chaque partie. Euh, Ici, la question, c'est cette réforme qui viendrait donc impacterait de quelle manière nos recettes, compte tenu des difficultés que l'on subit déjà concernant la pression sur les recettes des communes. Et en deuxième lieu, la question que je poserai, c'est en fait l'impact au niveau de notre population, parce que effectivement, au-delà de l'impact sur nos recettes, la question qui a été évoquée tout à l'heure par les collègues sur l'impact sur notre population concernant les produits de première nécessité. Parce que connaissant la situation de Mayotte avec la vie chère qu'on évoque assez régulièrement, naturellement, à ce niveau, on est aussi inquiet puisque il impacte doublement aussi bien les collectivités que les populations qui subissent déjà depuis des années une inflation galopante. Et à ce niveau-là, quelles seraient les garanties qui seraient apportées pour permettre à nos collectivités, nos populations de subir cet ensemble dans le budget global et dans la vie de tous les jours de nos concitoyens. Voilà en ce qui me concerne, les deux points qui rejoignent les éléments qui avaient été évoqués par les collègues à l'instant même. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Claude Mess, président de la CCDOM, pour clôturer ce tour de table. Et après, je passerai la parole à Georges Patient, qui est le rapporteur pour le budget des Outre-mer au sein de la Commission des affaires économiques, au sein des affaires, de la Commission des finances, pardon. Et puis Victorin Lurel, qui est le référent aussi au sein de la Commission des finances. Après, les collègues qui souhaitent intervenir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur, Madame les sénateurs, Mesdames les sénateurs. Vraiment, je suis heureux d'être là ce soir parce que je vois qu'on a 11 territoires, dont 5 DROM qui est vraiment intéressés par l'octroi de mer. On est en phase, ce qui est important. Je ne vais pas répéter tout ce qu'ils ont dit parce que c'est la pure vérité, ce sera du redit. Moi, je vais aller au-delà, même sur le sens politique. L'État a déjà réformé la taxe d'habitation en 2017. Là, on est en train d'attaquer sur l'octroi de mer et on est en train de retirer tout le pouvoir des élus parce que, j'irai même plus loin, on est en train de mettre la décentralisation en cause. La décentralisation, c'était quoi? C'est plus de pouvoir aux élus locaux pour travailler pour les biens de sa population. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de vraiment de décentraliser tout ça et de mettre l'État qui donne tout. Parce que quand je dis qu'on ne supprime les recettes, et une recette que j'ai dit de l'octroi de mer qui est très dynamique, si on le remplace par une subvention, est-ce que la subvention sera aussi dynamique? C'est ça qu'il faut mettre en cause. C'est pourquoi il faut qu'on soit vraiment très, très prudent. Et mon collègue Laguerre et M. Ouao les ont dit, quelle étude d'impact on a fait sur l'économie locale de ces 5 DROM? On fait cette réforme, mais l'État ne nous a jamais donné une étude sérieuse sur l'impact de l'économie. Et c'est vrai qu'on pointe les maires en première position. Mais si ça continue comme ça, je peux vous dire qu'il y aura même des conflits sociaux de la population. C'est vrai parce que l'octroi de mer est vraiment mal expliqué par la population. On dit, c'est vrai, je ne vais pas répéter, c'est l'octroi de mer qui est la cause de la cherté de la vie. Ce n'est pas vrai. Et M. Ouao, tous les autres ont démontré qu'avec l'octroi de mer, les communes peuvent être dynamiques et créer de l'emploi et un impact économique très fort. Quand ils nous disent qu'il faut les transférer directement à la FRDE, ça veut dire que c'est l'État qui va nous dire, comme des enfants, je pèse mes mots, quel projet pour faire. Ça veut dire qu'on est incapable, nous, en tant que des élus, de dire quel projet qui est bon pour notre population. C'est pourquoi je suis vraiment contre cette réforme. Et cette réforme, on l'a dit, c'est trop précipité.
Et c'est trop court. Nous, à l'AMF et à la CCDOM, on va prendre un cabinet pour nous aider à travailler, pour faire des propositions correctes à l'État, mais je pense que le temps est très court, et je l'ai dit à plusieurs fois, pour le mettre sur le PLF 2025, c'est presque pas possible. Il faut nous donner, parce qu'on a jusqu'à 2027 pour pouvoir étayer nos propositions. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut qu'on travaille. Et je suis vraiment ravi que toutes les régions, des DOM, les 3 DOM, on est sur la même ligne, et c'est important pour nous, et c'est vrai, on fera vraiment une proposition commune à l'État des 3 DOM pour dire on est fort, et j'ai dit qu'à un certain moment, en peu de politique, on représente plus de 3 millions d'habitants, il faut que l'État nous écoute aussi dans ce sens, et je m'arrêterai là. Merci, Monsieur le Président. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre collègue Georges Patient. Bonsoir à vous tous. Après une première séance avec les exécutifs locaux qui ont montré la même unanimité que vous pour le maintien de l'octroi de mer avec quelques mesures à revoir, à corriger, bon, je suis très content de voir également qu'au niveau des maires, il y a la même unanimité. Bon, je m'en étais rendu compte lors du congrès de la CCDOM en Nouvelle-Calédonie, il y a eu une séance sur l'octroi de mer, il y avait la même unanimité pour le maintien de l'octroi de mer avec quelques réformes que vous avez tous, certains d'entre vous, nous ont présenté, que vous nous avez présenté. Il y a une unanimité au niveau des collectivités locales d'outre-mer qui sont en fait les bénéficiaires de cet octroi de mer, qui, je le rappelle, la guerre l'a dit, de la fiscalité indirecte, à savoir payée par nos contribuables, donc ça n'a pas d'impact financier au niveau de l'État. Maintenant, on a tous parlé du calendrier, un calendrier presque contraint, PLF 2025, fin de la réforme ou bien de la rupture, comme on dit dans le rapport de la Cour des comptes pour 2027. On est quand même les parlementaires, je ne dirais pas des relais locaux, mais des représentants de nos collectivités d'outre-mer, et on sait que ça va se jouer au niveau du Parlement. Alors, maintenant qu'on sait qu'à l'unanimité, c'est une disposition que vous rejetez, il faudrait que nous, parlementaires, à notre niveau aussi, nous commençons à mener le combat. Il y a 2 solutions. Ou le gouvernement sort cette mesure. Moi, je leur ai déjà dit que ce n'était pas une priorité, qu'il y avait d'autres priorités, qu'on pourrait revoir l'octroi de mer, parce que, bon, comme l'a dit le président de la CCDOM, cette mesure, si elle intervient comme elle a été annoncée par le gouvernement, je ne dis pas qu'il y aura des troubles, des problèmes sociaux, mais il y aura un tollé déjà au niveau des élus. Bon, je ne sais pas si la population suivra les élus, mais il y aura un tollé au niveau des élus qui, sur tous les bancs, sont contre cette disposition. Donc, si l'État, si le gouvernement ne sort pas cette mesure, elle arrivera au Parlement entre octobre, novembre et décembre. Donc, il faut qu'on se prépare pour cette disposition qui nous sera présentée. Bon, je sais qu'au niveau du Sénat, il y a une majorité qui, pour l'instant, est disposée à nous suivre, hein, puisque bon, le rapporteur général de la Commission des Finances était présent lors de la dernière séance, et j'ai cru comprendre que le côté autonomie locale, pouvoir local, l'intéressait fortement et qu'il était prêt à nous suivre dans notre démarche. Donc il nous appartient, à nous parlementaires, de commencer à nous organiser pour faire en sorte que cette mesure ne s'impose pas. Bon, quant au rapport de la Cour des comptes, je suis à mon 3e mandat ici, j'ai vu passer pas mal de rapports et je finis par me dire que la Cour des comptes aurait,
je suis au conditionnel, auraient peut-être des a priori contre les Outre-mer. Parce que quand on voit les dispositions qui émanent de leur rapport, c'est la suppression des 40%, c'est la défiscalisation qu'il faut supprimer. Quand ce n'est pas une critique générale sur les élus, qui manquerait de capacité d'ingénierie locale, etc. C'est les collectivités qui sont dépensières, trop de dépenses de personnel. Donc, bon, je n'ai pas lu tout le rapport parce qu'il est quand même consistant, il est important. Mais bon, on sent que ce rapport qui arrive à point nommé, et qui parle même de 2027 au niveau de la rupture, hein, parce qu'il y a plusieurs scénarios qui sont proposés. Bon, on parle de réforme, mais on parle surtout de rupture avec un remplacement par la TVA pour 2027. Donc, je ne dirais pas que c'est un rapport commandé, mais qu'il y a une forte collusion entre ce que voudrait faire le gouvernement et les conclusions de ce rapport. Donc, très bien qu'on ait cette unanimité sur le plan des Outre-mer. Et puis, comme je le dis, maintenant, il nous appartient à nous, parlementaires, d'être vigilants si cette mesure nous est présentée en loi de finances. Merci, chers collègues. Avant de laisser la parole à notre collègue Victorin Lurel pour quelques minutes, je suis en phase avec le président, avec le collègue Georges Patient sur la nécessité de se concerter et de travailler sur ce sujet un peu en amont. Donc, voilà ce que je voulais ajouter, et je rejoins aussi les inquiétudes des élus de toutes les collectivités ultramarines. Donc, je vais laisser la parole à Victorin Lurel. Victorin, tu nous entends ? Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un peu laborieux quand je suis en circonscription. Je crois avoir tout entendu. Je suis d'accord avec tout, puisqu'il y a unanimité pour éviter une réforme pas assez bien conçue en concertation avec les élus de nos territoires, avec une petite méfiance sur la volonté de Bercy, d'autant plus qu'ils partent sur un prisme que lutter contre la vie chère, c'est simplement réformer l'octroi de mer, et on n'a pas plus d'informations. Cela étant, on le sait tous, les rapports commencent à s'accumuler depuis une dizaine d'années. Et tout ça a créé un fond d'ambiance que l'octroi de mer est d'abord un vecteur et un facteur de vie chère. Et alors tous, on se dit on n'est pas d'accord, c'est pas ça, etc. Mais ils ont des études. Et celle qui paraît aux yeux du gouvernement, à mon sens, la plus crédible, c'est celle de la DLC, celle de l'autorité de la concurrence. Bon, la Cour des comptes y a ajouté sa touche. La Chambre régionale des comptes anti-Guyane, et notamment sur l'exemple de la Guadeloupe, a ajouté, Ferdi, Economisti, bref, que sais-je encore. Il y a un ensemble d'études qui ont des biais d'analyse, des approches un peu curieuses, et qui toutes concluent à le potentiel inflationniste de l'octroi de mer. Bon. Cela étant dit, nous sommes tous d'accord pour refuser des réformes pensées un peu vite, et je suis d'accord avec Georges Patient pour dire qu'il y a d'autres priorités, c'est vraiment pas celle du moment, mais bon, on ne peut pas ne pas tenir compte de cette actualité-là. Moi, ce que je demande aux collègues, c'est d'être prêts et de faire déjà des propositions, parce qu'on ne va peut-être pas y couper, c'est de faire des propositions sur tous les articles. Parce que qu'est-ce que nous risquons?
le gouvernement peut proposer des choses en TVA régionale, ou ça peut même porter un autre nom, mais sur le modèle de la TVA. Par exemple, si on veut faire ça, ça existe déjà dans l'octroi de mer, mais ça fonctionne mal. Il faut revoir tout le mécanisme de déduction, qui est d'ailleurs imité de la TVA. Mais ça fonctionne, à mon sens, très mal. Il faudrait peut-être qu'avec des experts, nous travaillions cela pour ne pas subir demain les propositions de Bercy. À mon sens, il faut qu'on fasse ça. Il faut, à mon sens, que les régions revoient leur grille, parce que c'est vrai, il faut simplifier. Il faut revoir les mécanismes d'exonération en les clarifiant, en les simplifiant. Mais il faut, à mon sens, revoir l'imposition, la tarification sur tous les produits de première nécessité. Et on l'a déjà dit, peut-être de large consommation, allant au-delà des produits de première nécessité dont il faudra s'entendre sur le périmètre. Donc, ce travail-là doit être fait entre nous, même si chacun, dans son autonomie de territoire, va ajuster ce périmètre. Mais il faut déjà y penser, puisque c'est ça qui fait le panier de la ménagère. Nous ne devons pas rester inertes pour subir ce que Bercy aura décidé à notre place. Il y a ça. En même temps, il faut que nous ayons le pouvoir politique, je dirais le consensus politique entre nous, pour demander aussi à l'État de faire les efforts sur la TVA. Ils nous répondent, mais nous, on a des taux de TVA qui sont faibles sur les produits de première nécessité. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait juste non plus, notamment dans son étendue, son ampleur et son périmètre. Donc, il faudra donc être prêt là aussi. Demander à ce qu'on revoie la logistique, puisqu'on a transféré tout ça à la DRFIP. Il faut revoir les logiciels, il faut revoir les commissionnaires en douane, il faut revoir l'empilement TVA sur octroi de mer et vice-versa. Tout ça existe dans le texte, mais n'est pas appliqué. On a même voulu demander à l'époque un rescrit fiscal pour fixer la doctrine administrative que pratiquaient les douanes à l'époque. Aujourd'hui et demain, ce sera la DRFIP. Nous devons être prêts sur ça. Moi, je dis qu'il faut également revoir avec l'Europe un certain nombre de choses. Ensuite, j'espère ne pas fâcher ni Georges ni les autres, nous devons avoir le courage de penser le marché unique Guadeloupe-Martinique. On dit antillais, mais il y a aussi des rapports avec la Guyane. Comment on fait ça et comment on le fait en harmonie et en comprenant les intérêts de chacun. Nous avons un énorme travail à faire. J'ai eu à répondre à notre rapporteur général Husson. Je pense qu'il est bien disposé, mais les questions qu'il a posées sont d'inspiration, si j'ose dire, très proches de ce que le gouvernement pense. Et c'est pourquoi j'ai passé mon temps à répondre aux 4 ou 5 questions qu'il avait posées pour que nous soyons prêts. Est-ce qu'on refuse d'autorité toute réforme? Je pense que non. Est-ce qu'on est prêt pour faire des propositions? C'est ce que je suis en train de faire et que nous sommes tous en train de faire pour dire au gouvernement voilà ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on maintient le financement de la première section des budgets des communes, donc le fonctionnement, mais nous devons aussi aller plus loin que le FRDE, qui est la toute petite subvention d'équipement finançant donc les investissements de la deuxième section des budgets, donc la section d'investissement. Est-ce que nous pouvons, à l'instar de la Guyane, qui peut aller jusqu'à 5% d'octroi de mer, est-ce qu'on peut laisser une liberté aux autres territoires pour dire, vous pouvez aller là? Je vous signale que ça existe. Aucun territoire ne l'a utilisé. Et à l'époque, Bercy nous avait raconté, on ne peut pas, si j'ose dire, flécher ces nouvelles recettes en faveur des investissements parce que ce serait contre la loi organique relative aux finances publiques. C'est faux. Et donc, il faut donc que nous soyons d'accord pour autoriser les communes à équilibrer leur budget, mais en même temps à financer leur investissement. Et c'est possible compte tenu du caractère dynamique de l'octroi de mer. Il faut, à mon sens, voir ça. Il faut revoir les listes A, B et C. Il faut revoir la nomenclature douanière, la nomenclature en 8 ou en 10 chiffres. Bref, on a un énorme travail à faire. Voilà ce que je tenais à vous dire pour ne pas être trop long, parce que je suis moi-même pris ailleurs.
Mais bonne initiative, présidente, et Mais- donc à poursuivre et à voir. Voilà. Mais- Donc, bon travail à merci. tous et à toutes. Merci, chers collègues. Et je vois que tu as déjà commencé à creuser le sujet. Je vais laisser la parole à notre collègue Audrey Belling qui a une question à poser. Merci Madame la Présidente, merci beaucoup. Alors, je vais être très brève parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et finalement nous sommes d'accord sur énormément de choses. Donc il y a des points de convergence. Cependant, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant, c'est que nous avons donc des disparités dans nos territoires, malgré cette unanimité, mais surtout on n'a pas de pilotage. Nous n'avons pas de pilotage. Est-ce que finalement l'AMF et ou la CCDOM serait-elle en capacité de rassembler les élus locaux, de rassembler les parlementaires, afin donc de travailler sur cette proposition commune? Parce que c'est cela aussi qui nous manque, c'est d'avoir un pilote, un référent, en tout cas quelque chose qui nous permettrait de parler d'une seule et même voix. Voilà, merci. Ouais, on peut faire une réponse à quatre voix, parce que j'aimerais surtout rappeler que la décision concernant l'octroi de mer revient aux collectivités régionales et territoriales. Nous, les maires, nous bénéficions de l'octroi de mer, donc c'est pas nous qui fixons les taux, c'est pas nous qui exonérons tel ou tel produit. Difficile pour nous de dire que c'est à la CCDOM et l'AMF de réunir tout le monde. Je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté sur chacun de nos territoires, qu'il y ait une concertation qui puisse s'opérer entre la collectivité qui décide de l'octroi de mer, des taux, et les élus locaux que nous sommes. Donc la réponse, je dirais que c'est sur nos territoires qu'on doit travailler et ensuite rassembler les travaux de nos territoires sur le plan national avec vous, parce qu'il faudrait qu'on souhaiterait vous associer également, mais il faut qu'on arrive à se concerter. C'est ça. Je voulais juste préciser après que nous étions dans la réaction forcément par rapport à cette attaque. Je voudrais quand même atténuer le terme, mais de la part du gouvernement. Et donc nous avons réagi. Et donc la situation n'a pas été non plus facile parce qu'il fallait convaincre aussi par exemple le monde économique, qu'ils viennent effectivement discuter avec nous, parce que une grande partie de la population avait cédé à cette pensée que l'octroi de mer était véritablement le facteur principal de la vie chère. Donc il a fallu faire ce travail-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette étape-là encore. Nous l'avons déjà abordé, nous avons déjà fait des réunions sur le terrain avec les acteurs économiques pour en arriver là. Mais la nécessité, comme l'a dit le président Luel, c'est effectivement celle maintenant de passer à une autre étape qui est celle d'unifier un peu nos éléments, nos argumentations pour que nous puissions effectivement peser par rapport à cette chose-là. Mais je dois dire aussi que ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Il y a encore du temps. Et puis, comme l'a dit le collègue, ce sont les collectivités régionales qui sont concernées par cette affaire et qui doivent aussi décider et nous soutenir. Mais nous sommes dans cette phase de proposition, nous sommes dans cette phase de rassembler un peu tout le monde, d'expliciter un certain nombre de choses, parce que l'octroi de mer, c'est vraiment très complexe. On ne comprend pas, la population surtout ne comprend pas. Et j'avais insisté, moi, lors des ateliers que le Congrès avait proposé de mettre en place, qu'il y avait aussi cette nécessité pour nous de faire partager notre travail avec les administrés, la population, pour qu'aussi nous ayons une base nécessaire pour pouvoir faire remonter nos propositions. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à notre collègue Annick Girardin, et puis après nous allons clore cette première séquence. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cet échange avec nous. La question de l'octroi de mer, les plus anciens l'ont dit, c'est pas nouveau, c'est 20 ans, 18 ans, 20 ans de débat où à chaque fois à la fin, tout le monde pose le stylo. Et on arrête, tout simplement. Cette fois-ci, j'aurais tendance à dire que ça va aller un peu plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on ait l'honnêteté de se dire que les populations l'ont demandé. Il faut qu'on ait l'honnêteté de se dire, ne serait-ce qu'au moment où moi je suis à La Réunion, au moment des Gilets jaunes, que c'est la demande
de tous les Réunionnais. C'est la demande. Peu importe dans quelle commune j'étais et dans quel échange, enfin, à partir de quel échange j'en avais. Pourquoi? Sans doute parce que ce n'est pas assez transparent. Non, l'octroi de mer n'est pas la seule raison, bien entendu, du coût de la vie dans les territoires ultramarins, mais c'est un vecteur qui se rajoute aux autres et qui fait qu'en bout de course, après le coût du transport, le coût du produit, le coût du transport, et vous connaissez les mécanismes, oui, c'est un élément. Ce n'est pas le seul élément qu'il faut corriger, mais c'est un élément. Et on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que moi, je crois que si nous voulons gagner tous ensemble, il faut que sur le constat, on soit honnête et d'accord entre nous. C'est un dispositif extrêmement compliqué. Ça, c'est clair. Donc, difficile de l'expliquer à nos concitoyens qui disent c'est là, et là, c'est facile, c'est les collectivités, elles n'ont qu'à faire un effort. Retour, bien entendu, tout ça sert effectivement à de l'investissement sur les territoires, que ce soit sur le budget de fonctionnement ou le budget d'investissement, on va dire à l'investissement sur le territoire, et à une dynamique, on est d'accord. Moi, j'ai envie de me dire, est-ce qu'on a essayé de changer de modèle ? Il est indispensable d'avoir la protection des productions locales. D'abord, c'est pour ça qu'on a créé l'outil au départ. Donc ça, il faut un modèle où on protège les productions locales. Deuxièmement, il faut un modèle simple. Sinon, on aura toujours cette ambiguïté avec nos concitoyens où on n'arrive pas à faire assez de transparence, on n'arrive pas assez à expliquer, et puis on comprend tous quand on voit les grilles tarifaires, le système et la manière dont ça a été construit. C'est quand même extrêmement complexe. J'ai passé un certain nombre d'heures pour enfin le comprendre. 3, on dit effectivement, c'est un vecteur qui s'ajoute, mais s'il n'y avait pas ce vecteur, quel est l'autre moyen pour qu'il y ait des ressources suffisantes dans les collectivités ? Et que ce soit, quelque part, une taxe, un impôt, qui soit juste et équitable. Là, il est sur la consommation, ou du moins sur tous les produits qui rentrent dans les territoires. Il est donc partagé. Est-ce que c'est la vraie question, est-ce que c'est une taxe juste et équitable? C'est un vrai débat. Et je crois, comme ce qui a été dit par d'autres, que c'est ce modèle-là qu'il faut construire. Et je suis assez d'accord qu'à un moment donné, l'ensemble des régions, départements, mairies, mais sans doute régions et territoires, puissent s'offrir ensemble, puisque c'est unanime aujourd'hui, des fiscalistes qui proposent un autre modèle, s'il faut changer de modèle, ou du moins qui améliore le modèle. Ce sera difficile cette fois-ci de poser le stylo, encore une fois. Ce sera difficile. C'est aller trop loin, il y a eu trop de revendications. Après, sans doute qu'il y a de la précipitation. Mais en même temps, on peut reconnaître qu'on a réussi à tout bloquer depuis 20 ans. Je dis non, parce que, voilà, moi, je n'ai pas souhaité de réforme de l'octroi de mer parce que j'étais persuadée qu'au final, on arrivait exactement là où on est. Donc on peut peut-être pousser tous ensemble, voilà. Mais on peut aussi, pour une fois, se dire, eh bien, proposons nous-mêmes le modèle, ça vient d'être dit, par plusieurs, et je crois qu'il faut absolument qu'on mette en avant un autre modèle qui préserve aussi l'autonomie des collectivités, donc qui permet effectivement de flécher les crédits là où elles le souhaitent, dans la dynamique qu'elle veut porter sur son territoire, et ça peut être effectivement différent selon les territoires. On ne développe pas de la même manière ou dans les mêmes secteurs, on n'a pas les mêmes besoins en fonctionnement d'une commune à une autre, d'un territoire à un autre, et donc je crois qu'il faut laisser cette liberté aux territoires ultramarins. Donc ça veut dire plus de responsabilité de la part des élus. N'oubliez pas, aujourd'hui, quand on parle d'octroi de mer, généralement, on vise l'État. Parfait. En règle générale. Donc on dit à l'État, il faut changer de système. Du coup, vous avez une réforme trop rapide. Mais si. L'idée, c'est comment les élus reprennent la main et comment ils sont, eux, les défenseurs de la vie chère et qu'ils proposent, eux, un autre modèle. Moi, je crois à ça. L'autonomie des territoires, sur la fiscalité comme sur d'autres sujets, c'est de prendre ses responsabilités et d'y aller. Et moi, je veux bien m'impliquer dans ce type de travail. De la résistance, on peut en faire. On en a toujours su en faire. De dire que ça va trop vite, sans doute, surtout si on devait présenter un autre modèle. Mais si on n'est pas dans l'action, on voit bien que 18 ans de rapports successifs, y compris le dernier à l'Assemblée nationale, qu'on ne peut pas taxer d'avoir été piloté ou par les uns ou par les autres, c'est assez libre, et il y a des recommandations qu'on retrouve dans les rapports de la Cour des comptes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui sont là, il y a des impacts qui ont été calculés sur lesquels on ne peut pas revenir. Mais comment on présente les choses autrement? C'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et merci beaucoup. Et on a des élus qui portent ensemble ce sujet qui est important pour nos territoires ultramarins.
Voilà, comment on fait? Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, comme Victorin l'a fait, sur la composition de l'octroi de mer, parce que je ne sais pas si c'est cette forme qu'il faut garder. Merci, chers collègues. Si vous voulez, si quelqu'un d'entre vous veut répondre 2 petites minutes avant de passer au deuxième sujet qui est aussi tout aussi important puisque ça concerne nos collègues de Mayotte. Juste, moi je vais pas répondre à la sénatrice Girardin, mais juste dire que s'il y a un autre modèle qui doit être proposé, ce modèle doit veiller à ce qu'il y ait, je ne sais pas si c'est une fiscalité qui soit rattachée au territoire. Point. Alors, je vous remercie. Avant de passer au deuxième sujet, je tiens à remercier. Nous sommes vraiment tous d'accord. Donc, nous l'avons vu lors d'une précédente table ronde avec les exécutifs, avec les maires, que nous sommes tous d'accord que cet octroi de mer est extrêmement important pour les territoires. C'est une ressource fiscale qui laisse à chaque territoire une certaine autonomie d'action. Nous sommes aussi tous d'accord autour de cette table qu'il faille y réfléchir, mais on ne peut pas y réfléchir sans associer les acteurs de chaque territoire qui sont au cœur, donc qui commencent. Et vous avez dit tout à l'heure que ce sont les régions, les départements, mais vous êtes aussi au plus près de la population, comme on a parlé, donc vous avez aussi votre rôle à jouer et nous espérons pouvoir travailler tous ensemble autour pour présenter justement, comme l'a dit fort justement à notre collègue Annick Girardin, soit un modèle, mais une fiscalité, quelque chose qui corresponde à chaque territoire et permettre de développer chaque territoire en fonction de ses caractéristiques et aussi de ses contraintes. C'est ce que la CESOM essaie de faire avec l'AMF. On va prendre un cabinet expert pour nous faire des propositions concrètes, comme je dis, c'est vrai. Et Mme Girardin a raison pour notre réforme et on travaille là-dessus. Et c'est vrai, on souhaitait aussi travailler avec toutes les régions et pour devenir, comme je dis, en force devant le département, force de proposition devant l'État. Et c'est ce qu'on souhaite. Et je ferai tout possible avec Chazot, avec, comment dirais-je, Sophie et Charles qui travaillent, que j'ai détaché pratiquement, qui travaillent là-dessus pour arriver vraiment que cette réforme soit vraiment peut-être une autre réforme, mais qui reste, comme on dit, une fiscalité rattachée à notre territoire. On y tient beaucoup. Oui, c'est bien. Là, on est d'accord. Le temps est contraint et ce qu'on souhaite réaliser ne pourra pas être abouti au mois de juin. C'est pas possible. Donc c'est bien pour cette raison qu'on dit qu'on ne peut pas s'enfermer dans un calendrier qui annoncerait une présentation des éléments d'une réforme ou d'une refonte pour le PLF 2025. Peut-être qu'il peut y avoir des premières mesures qui pourraient être discutées d'ici l'été et arriver au PLF, mais en tout état de cause, ça ne sera pas la réforme ou la refonte de l'octroi de mer pour... C'est déjà fait. Non, moi, je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire parce que sinon ça veut dire qu'on nous aurait menti. Comme on veut tromper le consommateur en disant que c'est l'octroi de mer qui est la source de tous les maux, ça voudrait dire que dans ces conditions on nous aurait menti et je ne pense pas puisqu'on nous dit qu'il faut concerter et cette concertation doit se faire avec les élus, avec le monde économique et également avec les représentants de population. Bon, je vous remercie. Alors, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement passionnant et très, très important, mais nous devons aussi respecter le timing de notre audition et particulièrement Mayotte. Notre collègue Tani doit partir dans quelques instants et j'aurais aimé qu'il participe à cette deuxième partie de réunion. Donc, la délégation a effectué un déplacement dans l'océan Indien dans le cadre de ces 2 études en cours, avec comme rapporteurs Philippe Bas et Victorin Lurel sur concernant la mission sur l'adaptation des modes d'action de l'État
dans les Outre-mer, ainsi que Georges Patient, qui est, lui, rapporteur de la mission sur la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer. Nous avons dû malheureusement reporter notre déplacement à Mayotte compte tenu de la situation difficile qu'elle a connue ces derniers temps. Mais nous prévoyons un déplacement dans les mois prochains. Sur l'action de l'État dans les Outre-mer est apparue avant tout la nécessité d'un État local fort efficace sur le cœur régalien de ses missions. Beaucoup reste à faire en matière de coopération, mais toutefois, nous nous réjouissons de la signature de la convention de partenariat entre le département de Mayotte et l'État, permettant de mieux intégrer le territoire de Mayotte dans son environnement régional. Donc, nous avons le plaisir, et je salue à nouveau Monsieur Mohamed Madi Ousseni, maire du Chicoré, qui est avec nous. Tani Mohamed Swali, notre collègue représentant Mayotte, qui vont justement nous apporter quelques éléments complémentaires, s'ils le souhaitent, nous éclairer sur l'évolution de la situation en place et les attentes de Mayotte pour les mois à venir. Donc, je laisse la parole à Monsieur le maire. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur le sénateur Tani. Bonsoir, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Effectivement, la situation de Mayotte est actuellement très compliquée, hein, compte tenu des récents événements qui sont déroulés sur le territoire. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, compte tenu des impératifs qui s'imposent pour Monsieur le sénateur, je lui laisserai peut-être le loisir de présenter les choses, puisqu'il n'est pas, comment dire, moins étranger que moi par rapport à la situation qu'il y a ici. Donc, je lui laisserai l'honneur de présenter les choses. Et puis, effectivement, pendant le déroulé de la séance, j'aurai l'occasion de revenir sur la situation de manière globale. Voilà ce que je peux dire, Madame la Présidente. Et puis merci encore une fois. Merci, Monsieur le maire. Cher collègue, tu as la parole. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le maire, bonjour, bonsoir. On apprend à improviser en école d'avocat, donc je vais essayer de le faire. Merci, Madame la Présidente, de donner ce temps à la situation de Mayotte, malgré le fait que la mission que vous avez menée avec les collègues que vous avez cités tout à l'heure n'a pas permis de se déplacer. Aujourd'hui, le calme est en train petit à petit de revenir. Les barrages ont été levés, mais c'est comme après un incendie, on n'est pas sûr que, même c'est sûr que en dessous, le feu est en train de couver. Parce que tant qu'on ne se sera pas attaqué aux racines du mal, aux racines des maux, on risque de revenir. Et à chaque fois, à chaque cycle de blocage et de violence, la situation est encore est davantage plus grave. Je rappelle que cette situation a des répercussions pas qu'à Mayotte, puisque récemment, la manière dont le député Ratnon s'est exprimé, je pense qu'on aurait pu faire autrement, mais c'est vrai qu'il y a des répercussions directement à La Réunion. J'en parle parce que les solutions à trouver devront quelque part prononcer le bon diagnostic. Ça a peut-être
assez peu de choses à voir avec la situation de blocage qu'on a connue, mais on le sait, beaucoup de Mahoraises et de Mahorais vont à La Réunion ou dans d'autres départements parce que le minimum des droits auxquels ils peuvent prétendre à Mayotte n'existe pas, ou n'existe pas assez. Et je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, la problématique de la convergence des droits ne pourra plus être ajournée. Un Mahorais, une Mahoraise, qui, comme tout Français vivant dans un département, veut avoir les minima sociaux pour vivre, mais ne les ayant pas à Mayotte, il va à La Réunion. Les jeunes qui sont arrêtés à Mayotte et qui doivent entrer dans un centre éducatif fermé, comme à Mayotte il n'y en a pas, eh bien, ils sont envoyés à La Réunion. Et à la fin de leur enfermement, ils sont dehors. Et voilà. Et on a vu les conséquences. Donc, il faut là aussi avoir le courage de dire toutes ces choses-là. Et nous l'avons, encore une fois, il y a la manière de le dire, mais il faut le dire de façon crue pour que les solutions soient trouvées. On en est là dans cette situation parce que pendant 2 décennies, dans ce département, on ne s'est pas occupé de la jeunesse comme il fallait tout simplement. Et localement, lorsqu'on en parle, on pointe du doigt les jeunes d'origine étrangère, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que, et beaucoup de ces jeunes sont des Français. Et donc, les solutions qui n'ont pas été trouvées pendant ces 2 décennies, mais doivent être trouvées maintenant, avec des rattrapages si possible. C'est pour ça qu'on vous parle souvent là-bas de redressement, de camps de redressement. Ici, dans le reste de la France, ça choque, mais à Mayotte, pour rattraper l'éducation qui n'a pas pu se faire correctement durant ces 15-20 dernières années, s'il y a une autre solution, nous sommes preneurs. Donc voilà, et il y a une chose aussi qui me surprend, c'est que lorsque des propositions sont faites, elles sont faites pour l'avenir, mais excusez-moi de parler ainsi, le stock, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du stock? Ce n'est pas en modifiant, en supprimant le droit du sol, qu'on va régler le problème de ceux qui ont déjà acquis la nationalité française par le biais du droit du sol. Donc voilà, un nouveau préfet, M. Bieville, a pris ses fonctions. Il est sur le terrain avec des méthodes nouvelles que les élus demandaient depuis des mois, depuis des années. Un changement de doctrine, aller sur le terrain, aller dénicher ces délinquants, ces criminels là où ils se réfugient et là où ils préparent leurs méfaits. C'est en train d'être fait. Et ça explique en partie pourquoi on est revenu dans une situation quasi normale. Malgré tout, les gens partent au travail, la peur au ventre. Les jeunes montent dans les bus avec la peur de se faire caillasser. Et quand on parle de caillassage, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quand même des jeunes risquent leur vie pour aller à l'école. Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est que le préfet, avec l'aide des collectivités, parce que là aussi, il faut une collaboration meilleure avec les maires, avec les exécutifs locaux, mieux que cela n'a été jusqu'ici. Et c'est avec l'ensemble de toutes ces recettes, si je puis dire, que l'on pourrait, de façon pérenne, voir la situation mahoraise s'améliorer. Et j'en finirai là, parce qu'on pourrait y passer la soirée, on n'a pas le temps. Je finirai en réitérant le fait qu'il faut s'occuper de cette jeunesse. Chaque année,
au moins 5000 jeunes sortent du cursus de formation ou du cursus scolaire sans rien. Donc on les occupe comment? Il y a des pistes, il y a des solutions. Moi, j'ai commencé à en parler, des dispositifs de droit commun, comme par exemple intensifier, développer l'action des missions locales. Là aussi, les missions locales n'ont pas les mêmes droits à Mayotte. La mission locale à Mayotte n'a pas les mêmes droits que les missions locales du reste des départements. Dans le territoire où 60% de la population a 20 ans et moins. Donc, il y a des choses, mais vraiment, qui ne demandent pas des efforts surhumains à mettre en place immédiatement. Et c'est donc ce volet social, occupation de la jeunesse, encadrement de la jeunesse, les infrastructures. Mayotte est le département où il y a le moins d'infrastructures pour faire du sport. Un jeune qui n'a pas d'endroit pour faire du sport, mais il ne faut pas s'étonner qu'il aille dans des bandes et passe à la délinquance. Voilà, Madame la Présidente, ce que en improvisation, en quelques minutes, je pouvais dire. Merci de votre soutien à vous toutes et tous. Vous avez toujours marqué ce soutien, et même lorsque un déplacement n'a pas pu se faire, eh bien, vous faites quand même un compte-rendu. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. C'est normal, nous sommes tous solidaires au sein des territoires ultramarins. Et justement, sachant qu'un projet de loi Mayotte devrait être présenté en Conseil des ministres, visiblement à la fin du mois de mai, ce serait peut-être l'opportunité de trouver ensemble des initiatives que nous pourrions mener pour de bonnes expériences réalisées dans d'autres territoires qui pourraient peut-être venir aussi éclairer les élus mahorais. Et là aussi, nous comptons aussi, j'en profite pour saluer le courage des maires qui sont encore en première ligne. À Mayotte, nous avons été, et comme Tani Mohamed Swali l'a signalé, nous avons été vraiment très proche de la situation, et nous sommes avec vous et nous viendrons bientôt. Nous essaierons de venir bientôt à Mayotte pour justement rencontrer tous les acteurs du territoire et voir aussi qu'est-ce que nous pouvons aussi proposer pour votre territoire. Merci encore. Alors cela nous amène à notre troisième point, la proposition de loi d'adaptation du droit outre-mer. Donc, c'est la dernière partie de notre ordre du jour. C'est l'ambition de la délégation qui est toujours de mieux acclimater les politiques publiques aux intérêts propres et spécificités des Outre-mer et de mieux associer les élus ultramarins aux travaux du Sénat. Le président Larcher, lors du dernier congrès des maires, a annoncé justement cette proposition de loi d'adaptation du droit outre-mer. Ce n'est pas un deuxième SIOM, il faut être très clair sur le sujet, c'est vraiment de travailler sur les besoins urgents des collectivités qui pourraient permettre d'améliorer les façons de travailler au quotidien. Donc nous avons prévu cette proposition de loi a été, donc le président Larcher a interrogé tous les exécutifs locaux. Nous attendons des retours pour la fin du mois de mars, incessamment sous peu, et nous travaillerons de concert avec les élus sur cette proposition de loi qui pourrait être bâtie autour de quelques thèmes au niveau qui intéressent le plus les collectivités régionales, départementales ou encore même les mairies. Donc je réitère la demande qui a été faite. N'hésitez pas à faire monter vos priorités. Nous espérons aboutir à un dépôt et une présentation au prochain congrès des maires. Et voilà, nous comptons sur votre aide pour maintenir ce calendrier.
Donc j'aurais aimé savoir si vous avez été informé de cette initiative, qu'est-ce que vous en pensez, quels seraient les thèmes qui vous paraissent à la fois transversaux et urgents à traiter. Évidemment, nous avons largement débattu sur l'octroi de mer. Toutes les particularités financières seront traitées à part dans le cadre du projet de loi de finances, mais nous aurions souhaité vous laisser la parole sur ce sujet et avoir votre avis. C'est un vaste sujet puisque même si il y a une volonté affirmée aujourd'hui du président du Sénat, le président Larcher, de porter avec vous ce sujet d'adaptation pour nos territoires, je crois qu'il faut qu'on revienne tout simplement au bon sens. Et lorsque vous venez à débattre de lois nationales, aussi bien au sein de votre Assemblée au Sénat ou à l'Assemblée nationale, je crois qu'il faut à nos parlementaires d'avoir ce réflexe outre-mer, qu'on oublie parfois, parce qu'on regarde la loi sous l'angle de la France hexagonale, et on oublie que nos territoires sont des territoires singuliers, qui n'ont pas forcément le même environnement dans lequel on vit, les mêmes bassins de vie. Et il est vrai que régulièrement, on se retrouve à devoir faire face à des lois qui ne sont pas du tout adaptées à nos territoires. Donc je crois que le premier élément, c'est d'avoir véritablement ce réflexe outre-mer, réflexe ultramarin, pour qu'on n'ait pas à revenir justement sur une proposition de loi pour adapter les choses. Il faut que ça se fasse naturellement. Ça, c'est mon premier point de vue. Ensuite, sur l'adaptation pour l'outre-mer, il y a tout simplement les lois d'aménagement. On a vu les lois la loi résidence climat, le zéro artificialisation nette, qui est un sujet qui préoccupe le territoire hexagonal, mais qui nous préoccupe également. Et on a vu, par exemple, qu'on demande... Je vais prendre un exemple très simple. Sur la loi Elan, qui en est une autre, de loi d'aménagement, la loi Elan vient dire qu'il faut modifier les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, pour pouvoir prendre en compte les éléments, ça m'échappe là le nom, enfin bref, il y a une modification nécessaire des SCOT pour pouvoir prendre en compte les éléments de la loi Elan. Sauf qu'on a oublié que dans nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, il y a un document qui est le schéma d'aménagement régional. Et dans la loi, on n'a rien prévu sur la modification ou sur la révision du SAR pour pouvoir intégrer les éléments de la loi Elan. Et le SAR, qui est un document opposable et qui se trouve dans la hiérarchie des normes entre les lois nationales et le schéma de cohérence territoriale. Donc forcément, là, il y a eu un vide où, bien évidemment, quand on est un peu technicien, on s'engouffre, et élu, on s'engouffre rapidement dedans pour dire aux représentants locaux de l'État qu'il y a mal donne, qu'il va falloir recommencer et qu'il va falloir sans doute travailler à voir comment on peut faire les choses sans bousculer toute la hiérarchie. Donc, vous voyez, c'est un exemple simple qui montre combien il est important et essentiel qu'il y ait ce réflexe. C'est vrai aussi, et là je vais rejoindre le SIOM, puisqu'on demande qu'on vienne revoir l'adaptabilité des normes dans le domaine de la construction. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans des relations sud-nord, alors que dans notre bassin de vie, parfois, on peut aller s'approvisionner en matériaux de construction, sauf que ces matériaux de construction n'ont pas la norme CE, et ce qui nous oblige de continuer à acheter très loin et très cher, alors qu'à côté,
on pourrait avoir des matériaux de qualité reconnus et à moindre coût, puisque c'est à côté, et qui permettrait donc de diminuer le coût de la construction sur nos territoires et sortir des logements sociaux, qui devient une cause nationale. Tant mieux. Nous aussi, nous avons fait du logement social dans nos territoires une cause territoriale. Donc, et oui, et puis voilà. Donc c'est pour vous dire comme cela, c'est tous ces sujets aujourd'hui. Je peux parler aussi de la norme imposée à nos agriculteurs. Les agriculteurs de France hexagonale, vous l'avez vu il y a 15 jours, lors des derniers événements liés au Salon de l'agriculture, se sont exprimés. Mais c'est la même chose dans nos territoires. On demande à nos agriculteurs de respecter la norme européenne pour pouvoir produire, et on fait rentrer sur nos territoires des produits ACP ou des produits qui viennent de Chine ou d'Inde, qui ne respectent aucune norme, mais qui viennent en concurrence directe avec la production locale. On n'encourage pas la profession agricole, on n'encourage pas l'objectif défini par le président de la République de la souveraineté alimentaire, et on est là face à nos injonctions contradictoires. Donc là aussi, c'est pour moi essentiel qu'on puisse veiller à ce que les décisions qui nous viennent soit de l'Union européenne ou de la France hexagonale soient en cohérence avec nos bassins de vie et nos territoires. C'est le cas de la pêche, où pour renouveler la flotte de pêche en Martinique, on est contraint par les puissances des unités qui motorisent les bateaux, et en totale contradiction avec le besoin du territoire. C'est le cas dans 100% des textes qui sont pris. C'est le cas quand on parle de lutte contre le recul du trait de côte. Comment vous mettez en parallèle sur une île de 80 km sur 30 le zéro artificialisation nette des terres, le recul du trait de côte, et 30 communes sur 34 qui ont leur centre-ville en front de mer. Et donc, il y a une réelle nécessité, je suis d'accord avec Serge Joao, qui est une analyse et une lecture outre-mer de la volonté de légiférer avant de produire le texte. Après, la question de l'adaptation, c'est le cas sur la production d'eau potable. Sur le territoire de la Martinique, vous avez 3 communautés d'agglomération en charge de la production d'eau potable et de l'assainissement, avec l'essentiel de la ressource en eau qui se trouve sur une partie du territoire, le nord. Et la logique voudrait qu'on ait une autorité unique en charge de la production et de l'assainissement. Et ce n'est pas possible, parce que on pourrait utiliser les dispositifs d'habilitation, mais la seule collectivité en capacité de demander une habilitation, c'est la collectivité territoriale, qui n'a pas la compétence production d'eau potable et assainissement. Et donc, on a parlé urbanisme, on va parler santé publique. Sur un territoire comme le nôtre, à 8000 km, l'implication des collectivités territoriales en matière de santé publique est indispensable. Et les niveaux d'adaptation et de compétences, aujourd'hui, le maire que je suis organise des permanences de médecins, d'infirmiers dans les quartiers, grâce à la politique de la ville, que je vais grossir le trait de la frontière pour aller dans des quartiers où on a besoin, parce qu'on a une population vieillissante qui se déplace de plus en plus difficilement et qui a du mal à avoir accès au système de santé. Et dans les critères de détermination d'un désert médical, la ville de Fort-de-France ne fait pas partie des déserts médicaux. Pourtant, il faut 6, 8, 10 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Et donc, la plupart des domaines de la vie quotidienne nécessitent, à des niveaux plus ou moins élevés, des adaptations du cadre. On va parler de pendant que je vous parle là, il y a des émeutes à Fort-de-France. Il y a des véhicules incendiés, il y a des bus incendiés, il y a des commerces incendiés, il y a des
tir à balles réelles sur les forces de l'ordre. Et tout ça part d'une problématique d'indivision. Vaste sujet dans nos pays. D'une problématique d'indivision dans une famille. Le titre de propriété remonte à 1874, le décès du propriétaire remonte à 1902. Il a 12 enfants. Et se pose donc la problématique de la propriété foncière et de l'accès à cette propriété foncière pour les familles martiniquaises. Et là aussi, on est sur des problématiques d'adaptation du droit et en réalité de mise en adéquation de ce droit avec la réalité de vie du territoire. Et aujourd'hui, voilà, ça a commencé dimanche et je pense que ça va s'arrêter après la visite du ministre de l'Intérieur. Et donc, tous les domaines de la vie quotidienne, à un niveau ou à un autre, appellent une adaptation du droit que parfois on obtient par des amendements, que parfois on obtient par des arrangements. Mais au final, et c'est ce qui a fait que l'ensemble des territoires d'outre-mer ont réclamé une autre relation avec l'État et donc une autre étape de décentralisation pour permettre, j'ai parlé eau, je peux parler transport. Il a fallu une vingtaine d'années pour, sur un territoire comme la Martinique, 1100 km², passer de 18 autorités organisatrices de transport à une. Aujourd'hui, on a une autorité organisatrice de transport grâce au dispositif d'habilitation. Mais ça ne permet pas de déterminer et de modifier les modalités de financement du transport. Et donc, au final, vous êtes avec un besoin de financement de l'ordre de 250 millions d'euros et une recette de l'ordre de 80 millions. Et donc, pour conclure, l'ensemble des domaines dans lesquels on intervient nécessite à un degré, à un niveau ou à un autre, une adaptation. Oui, alors, la question? Oui, cette question-là aussi, chez nous, en Guadeloupe, est importante aussi et a nécessité la mise en place d'un atelier de réflexion. Alors, je peux dire un petit peu comment les choses se sont passées, mais nous avons été confrontés à un choix. Est-ce que nous allons faire la liste des situations et des normes qui nous sont imposées et pour lesquelles nous sentons qu'il n'y a pas de possibilité de les adapter? Ou est-ce que nous partons sur une grande réflexion qui permet effectivement d'établir un cadre pour non pas mettre des normes, mais tout simplement faire la liste des situations, les réalités de vie, comme l'a dit tout à l'heure le collègue, qui aboutiraient à ce que nous puissions faire des normes, que nous pourrions mettre les choses en place. Donc il y a eu un choix qu'il fallait faire. Et la très grande majorité des élus se sont dit qu'il fallait impérativement que nous partions de la réalité des vies et qui aboutissent à ce que nous puissions les encadrer par des normes et non pas recenser la liste des normes qui nous ont été imposées depuis des années et sur lesquelles nous avons constaté qu'effectivement qu'elles sont inapplicables. Avec une réalité qui est celle, par exemple, de la construction, on a parlé de l'urbanisme, mais nous avons eu un gros souci, et nous avons encore un gros souci, où dans le secteur économique, les nombreuses entreprises qui naissent n'arrivent pas tout simplement à rester dans la production parce que les choses sont normées et ne peuvent pas respecter donc les normes qui font que finalement, très souvent, les entreprises déposent le bilan. Dans l'électricité, dans la peinture, dans la construction de manière générale, on se retrouve avec cette situation-là. Donc tout ceci nous oblige, et là il y a un consensus à rechercher au niveau des élus pour que nous puissions faire un grand travail de réflexion pour pouvoir proposer des normes et non pas aller dans le sens d'adapter les normes qui nous sont imposées. Je vous remercie. Alors, justement, la délégation est bien consciente de ces difficultés. C'est la raison pour laquelle nous avons innové en proposant un binôme de référents, donc un non ultramarin, dont chaque commission permanente
du Sénat pour justement servir de relais entre la délégation et les textes qui sont étudiés dans les commissions, parce que oui, nous sommes conscients que souvent le gouvernement met dans ses dispositions pour les Outre-mer, on légifère par ordonnance. Nous, ce n'est pas ce que nous voulons, donc nous avons lancé cette initiative depuis le mois de novembre, qui est en cours. Donc les collègues peuvent travailler en bonne coordination avec les autres. Nous avons aussi, alors c'est la bonne transition, c'est vrai qu'on ne connaît pas souvent les territoires et parfois même entre ultramarins, on ne se connaît pas trop nos territoires. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un événement qui aura lieu le 9 avril et je profite pour relancer mes collègues, où j'ai demandé à chaque collègue de présenter pendant 15 minutes son territoire à tous les collègues sénateurs et les administrateurs du Sénat, de manière à mesurer les distances, l'éloignement, un certain nombre de spécificités de chaque territoire et permettre de nous imposer. Nous sommes 21 sénateurs ultramarins dans une assemblée de 342. Donc nous avons aussi une mission qui est d'intéresser nos collègues non ultramarins aux problématiques de notre territoire. Je vais laisser la parole, Madame Charles. Vous avez demandé la parole? Oui, tout à fait. Vous avez posé la question de quel thème ce serait peut-être intéressant de traiter sur l'adaptation du droit outre-mer. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler du recensement, parce qu'aujourd'hui, nous avons un recensement qui est effectué avec les mêmes règles que dans l'Hexagone, avec quelque chose qui se fait tous les 5 ans. Et malheureusement, sur le territoire de la Guyane, cela nous met en grande difficulté, puisque le recensement ne retransmet pas du tout la réalité du terrain. Et les habitants qui sont attribués à chaque commune sont loin d'être la réalité. Je donnerai l'exemple de Macoria cette année, qui perd 200 habitants, mais qui construit un groupe scolaire de 16 classes tous les 18 mois. Donc, c'est un peu... je pense qu'il y a une adaptation du recensement à faire pour l'outre-mer. Deux autres sujets qui seraient intéressants, c'est le désenclavement, parce que nos territoires sont complètement enclavés, contrairement au territoire hexagonal qui, lui, a toutes les routes et toutes les autoroutes et tous les trains, etc., qui sont nécessaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas sur certains territoires ces moyens de désenclavement. Sur le point du ZAN, je rejoins tout à fait le collègue, puisque sur le foncier et sur la partie du ZAN, particulièrement, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien construire sur le territoire de l'Ouest guyanais, par exemple, alors que nous savons bien qu'il nous faut au moins 1500 logements à construire tous les ans pour résorber le manque de logements qui existe et qui occasionne un habitat informel et spontané extrêmement important sur nos communes. Et puis, le sujet de la continuité territoriale doit être un vrai sujet abordé pour l'outre-mer, parce que je rappelle que nous sommes tous à des distances plus ou moins éloignées, mais que nos difficultés parfois de transport sont extrêmement importantes, que ce soit pour les populations, mais aussi pour les collectivités. Merci. Oui, juste un mot, c'est vrai que sur l'urbanisme, je vois imparfaitement. En Guadeloupe, dans les Antilles, autrement, on a vraiment l'autorité de la CCDPNAF. Quand on fait le plus, c'est vraiment une aberration parce que c'est l'État qui nous dit comment aménager notre territoire. Et en plus, c'est conforme. Et dans la France entière, enfin dans la métropole, c'est qu'un avis. Et je trouve que c'est une aberration. On a une population, je parle pratiquement pour les Antilles, qui est vieillissante. Il y a des enfants qui veulent venir pour renforcer, mais il ne faut pas construire sur les terrains des parents, parce qu'avec des normes aberrantes, parce qu'on disait, nous, on avait demandé qu'autour de la maison familiale, les enfants pouvaient construire, mais la CPNAF s'oppose parce qu'une terre agricole, mais une terre
peut-être qui n'a pas travaillé depuis au moins plus de 10 ans, de 20 ans, ils opposent. Une petite broussaille, il les déclare en forêt, en zone naturelle, et c'est toutes des zones qu'on perd. Et c'est vrai que si on avait cette loi spécifique pour pouvoir travailler aux Antilles, moi je prends le cas d'un petit port de pêche qu'on a à Maïgalante, qui est à l'Isag, et maintenant il s'est ensablé. Pour pouvoir le désensabler, j'ai perdu plus d'1 an pour demander l'autorisation à l'ADIAL, et toute l'économie de la pêche est entravée à cause de ça. Et moi, on ne va pas voir l'ADIAL, les pêcheurs ne vont pas voir l'ADIAL, ils viennent voir le maire. Qu'est-ce que tu fais pour nous? Tu es presque incapable, tu avises depuis plus d'1 an, on ne peut pas travailler. Quand je leur dis c'est l'ADIAL, ils me disent c'est quoi l'ADIAL? Et si je le fais, je serai condamné. Si je le fais avec vous, ça veut dire que c'est tout ça qu'on doit assouplir pour pouvoir développer l'économie et des Outre-mer. Vous l'avez dit, on a 11 territoires, 11 spécificités, il faut les connaître, il faut que les sénateurs les connaissent, il faut que les députés les connaissent pour pouvoir faire des lois adaptées pour le développement de notre collectivité. Et c'est ça qui est important et pour nous, pouvoir adapter des lois pour notre économie. On parle du SAR, on parle du SCOT, tout ça, mais je pense que nos territoires sont capables de gérer tout ça pour le bien-être de la population. Une dernière chose, on va parler de la Guyane et de Mayotte. On a des populations en explosion avec un taux de jeunes très élevé. On va parler de la Guadeloupe et de la Martinique. On a des populations en décroissance démographique avec un vieillissement accéléré de la population. Vous ne pouvez pas appliquer les mêmes textes. Vous ne pouvez pas appliquer les mêmes relations à l'immigration sur des territoires avec des réalités aussi différentes et aussi différentes de celles de la France hexagonale. Voilà un domaine dans lequel il y a un travail à faire en termes d'adaptation du droit pour permettre de répondre à la réalité de chaque territoire qui est différente. Justement, cette proposition de loi d'adaptation du droit montre aussi le regard que porte le Sénat sur ces collectivités et commence à bien intégrer ces problématiques de différenciation territoriale qui a été le cheval de bataille de la délégation pendant de très nombreuses années. Maintenant, nous nous attaquons à l'acclimatation normative parce que je vous rejoins parfaitement sur un certain nombre de sujets pour lesquels nous défendons et nous poursuivrons dans cette voie pour éviter des aberrations comme celles que vous avez énoncées. Je ne sais pas, les collègues ont quelque chose à rajouter, Viviane? Voilà. Bon, Est-ce que je peux me permettre et vous poser une question sans réouvrir le sujet de l'octroi de mer? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une mission sénatoriale sur l'octroi de mer ou pas? Alors, pour nous aider, parce que peut-être lorsqu'il y a une mission parlementaire, mission sénatoriale, vous pourrez peut-être obtenir des éléments que nous ne pouvons pas obtenir. Alors, lors de la conférence, des douanes, par exemple. Voilà. Lors du congrès des maires, le président Gérard Larcher a annoncé publiquement qu'il chargeait la commission des finances du Sénat de se pencher sur la problématique de l'octroi de mer. Donc, nous avons déjà réalisé une audition commune et puis nous serons en contact. Je continuerai par le biais des référents, donc Victorin Lurel et notre questeur Antoine, qui n'a pas pu, Lefebvre, qui malheureusement n'a pas pu être ce soir parmi nous, mais sont les référents de la délégation au sein de la commission des finances. Et vous avez pu constater que Victorin Lurel est déjà très actif sur le sujet. Donc je ne peux pas vous confirmer que la commission des finances fera une mission, mais nous avons quand même débuté les travaux et on verra. Je suis en contact régulier avec le président Claude Rénal pour savoir un peu quelle direction prendront les travaux de la commission des finances. Ce serait pour nous une chance de vous avoir à nos côtés et peut-être obtenir, et Madame la sénatrice Mallet disait tout doucement, mais il faut le dire à haute voix, obtenir les chiffres des douanes, par exemple. Voilà. Je pense que ce serait très utile que vous puissiez intercéder en notre faveur
Et puis, la question également, pour terminer, sur le sujet de vouloir passer cette réforme dans le cadre d'un projet de loi de finances, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'on ne pourrait pas avoir un autre vecteur législatif, une loi spécifique à cette réforme ou refonte de l'octroi de mer? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. J'allais dans le même sens que les maires. Effectivement, sur une mission sénatoriale serait vraiment pour être en soutien avec vous, effectivement, puisqu'en fait, les collectivités territoriales, vous allez travailler dessus, et c'est tout à fait logique que nous, législateurs, aussi, on travaille, et de concert, pas que la commission de la délégation Outre-mer, mais effectivement, les commissions la commission des finances, notamment. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que les commissaires, enfin les administrateurs de la commission des finances sont plus spécialisés dans le domaine, dans tout ce qui concerne les finances que notre délégation, puisqu'elle a un tout petit secrétariat qui se résume à Madame Dina Desjardins, que je salue, hein, et Monsieur Thierry Aron, ainsi que Marie qui assure les publications. Nous avons la chance d'accueillir un stagiaire parmi nous qui arrive de Mayotte. Donc nous accueillons aussi des stagiaires ultramarins. Nous avions aussi un stagiaire, son prédécesseur était de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, nous avons vraiment un petit secrétariat, et il est vrai qu'un sujet tel que le sujet de l'octroi de mer nécessite vraiment une grande technicité. Donc c'est la raison pour laquelle la commission des finances est plus apte à y travailler, tout en sachant que nous travaillerons en collaboration avec elle, et évidemment que vous serez aussi, dans le cadre d'un travail, vous serez sollicité, mais je ne peux pas m'engager à la place du président Renan. Merci pour ce moment d'échange. Et c'est toujours un plaisir. Et puis, bon travail à Paris sur toutes ces questions. Et vous savez que vous pourrez compter sur la délégation sénatoriale aux Outre-mer pour vous appuyer dans vos démarches. Et nous sommes à votre écoute.